tout le monde. Merci à vous d'être venus si nombreux assister à la première représentation de Le Spoons de Marcel Pagnol. C'est un hommage à Marcel Pagnol que nous avons voulu faire ce soir, puisque c'est le Théâtre de la Ronde qui fait sa création. Et donc, je vous présente Le Spoons ce soir. Tout le monde le connaît, c'est un film où a joué Fernand. Merci à la ville de Sorgues de nous donner cette occasion de jouer dans ce lieu magnifique. Et merci à l'élu qui est présente ici ce soir, qui représente le maire, Madame Pérez. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à Manon qui nous fait l'éclairage, le sto. Voilà. Merci beaucoup. La mise en scène de la pièce a été faite par Ange Paganucci. C'est le Théâtre de la Rose qui vous présente cette pièce ce soir. On était complet, donc on la rejoue plusieurs fois. Donc dimanche prochain, on est à l'Oriole du Comtat à 18h. Et le samedi 30, on est à Vaqueras aussi, nous la jouons à 17h. Et après, nous reprenons les dates à partir de janvier jusqu'en avril aussi. Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos portables. Et je vous souhaite une excellente représentation. Merci à vous. Ah, que c'est bon la bouille,
Non. On ne saura jamais qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Ça, non, on ne le saura pas. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas moi. Moi, j'étais à la messe, alors je suis sûre que c'est pas moi non plus. Mais si c'est pas toi et que c'est pas toi, alors qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Mais dis-moi, tu as pris toi des croissants? Oui, naturellement. Je l'ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, pour me nourrir. Ah, ça non. Mais pourquoi ça non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, il ne l'aurait pas fait. Ah, c'était un brave homme. Mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Ouais, tu me l'as déjà dit bien souvent. Mais ça n'a jamais servi à rien. Alors, à quoi ça sert de me le redire? Oh, je sais bien que j'ai eu tort. J'ai eu tort d'espérer qu'un jour, tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre. Et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre. Ouais, je savais ça parfaitement. Je vois clairement où tu vas en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh que non. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je suis profondément blessé. Ah mais regardez-le comme il est. Il fait des grimaces. Et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, lui, il aide au magasin. Et il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Et le baril d'anchois, qui était tout moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière. Pourtant, c'était difficile. Les anchois, elles avaient gonflé. Elles étaient pleines de petits champignons verts. On les aurait pris pour des macarons. Mais lui, il a vendu le baril. Il est aveugle, M. Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà, voilà l'idée. Voilà l'imagination. Oh, lui, moi je sais bien si tu as monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de toute la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Irénée, tu sais bien que sinon qu'il se met en colère. Oui, si c'est bien en colère, il va s'étouffer comme d'habitude. Et ça me ferait de la peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, Bonjour, messieurs, dames. Ah, bonjour. Vous avez encore un anchois des tropiques? Pour le moment, nous en manquons. Qu'est-ce que vous adorez? ah, il faut du temps pour les faire. 2 ou 3 mois, ils seront mûrs. Mais je pourrais en trouver ailleurs. Impossible. Spécialité de la méthode. Ah, ben alors, tant pis. Hein. Merci quand même, hein. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, monsieur. Bravo. Voilà une fière leçon pour toi. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Et lui, de ce désastre, il nous en a fait une spécialité. Il a créé un poisson nouveau. Un poisson que même Dieu n'y avait pas pensé. Et bien lui, il nous en a fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. C'est ça, dénigre-le, reproche-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. Oh, j'ai une envie terrible de me mettre en colère. Ah non, Baptiste, tu te mets pas en colère, tu vas t'étouffer. Mais est-ce que ça vaut pas la peine que je m'étouffe? Que j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est imaginable? Un individu qui ne veut même pas travailler? Ah pardon, je ne veux pas travailler à l'épicerie. Quand je me vois dans cette boutique, Oh, mais ce n'est pas une boutique, c'est un magasin, et ça fait la 500e fois que je te le dis. ouais, si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, eh bien ça me donne mal au cœur. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas né pour ça. Mais alors, dîner pourquoi? Pour une autre carrière. Je suis sûr que j'ai un don. Ah, mais si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, t'as pas pu t'acheter grand chose. Mais je parle d'un don naturel, un don de naissance, un don de Dieu. Oh, ça fait plaisir de savoir que tu as un don de Dieu. Et en dehors de ta paresse, de ta grande gueule et de ton appétit, qu'est-ce que Dieu a bien pu te donner? Un talent caché. Bien caché, hein? Moi, je sais ce que c'est. Si tu veux bien après les promesses que tu m'as faites, tu seras vraiment déshonoré. Je le dis pas, oh,
seulement que c'est vrai que tu as un talent caché, je le sais depuis longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent. Des millions de francs. Oh, folie des grandeurs, il lui manquait plus que ça. Et tu sais combien il faut vendre de morue sèche pour 1 million? Non, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Mais moi, je gagnerai des millions parce que j'ai un don. Il est fada. Il a un nom. Je te dis qu'il est fada. Oui, mais il a un nom de Dieu. Je te dis qu'il est fada. Oui, mais il a un nom. Et moi, je pense que tu devrais l'expliquer ton dos à l'oncle. Hein. Ouais, je le connais, il rigole au rire. Ah, tu sais, il est pas bête, l'oncle. Hein. Ouais, il est un peu bourgeois sur les bords, mais il est brave. Moi, je pense qu'il comprendrait. Mais il ignore absolument le cinéma. Ah, il a allé 2 fois à la pomme avec tante. Hein. Oui, la première fois il a dit « Mon Dieu que c'est bête !» La deuxième fois il s'est endormi. On va dire, Mais enfin, il est allé tout de même. Hein. ouais, on peut pas dire que ce soit un spectateur passionné. Et moi j'irai lui avouer que mon dos c'est le cinéma. Non, Casimir, non. Pas de révélation prématurée. N'effrayons pas cet honnête épicier. Eh, c'est vrai que peut-être il te découragerait. Me décourager, moi? Oh, ça non, enfantillage. Je sais que je suis un acteur né. Je sais que j'ai une vocation. Je sais que si Dieu m'envoie ma chance, moi aussi j'aurai mon nom sur les affiches et sur les façades lumineuses des cinémas. Et les dollars, c'est pas beau dire les dollars. Moi, une fois, à Marseille, dans la vitrine d'une banque, j'ai vu un billet de 100 $. Ma papa est bien joli. Hein. Ouais, parce que... Ouais, mais toi qui sais pas un mot d'anglais, pourquoi tu veux qu'on te paye $1? Mais parce que mon nom c'est le cinéma. Et que dans le cinéma, c'est plein de dollars. Et qu'à lire pour vous. Bah, si Dieu m'envoie ma chance. Mais comment te la verra-t-il? Je n'en sais rien, mais c'est logique, il me la doit. Parce que tu crois que Dieu se fatigue pour rien? Il m'a donné cette vocation, cette mémoire, cette foi, cette démarche, cette sensibilité frémissante. Pour me laisser dans le Gorgonzola? Non, Casimir, non, je n'ai pas fou. Et malgré quelques fantaisies comme la guerre, la peste, la famine, les inondations, tout me fait croire que Dieu est une personne de bon sens. D'ailleurs, à l'âge qu'il a, le contraire serait bien étonnant. Ma chance, je ne veux pas aller au-devant d'elle. Je l'attends ici. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans carrière. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, et de ma mère je flanche. J'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais mon cinéma. S'il vous a dit une chose pareille, c'est qu'il est fou. Ah non, non, il n'est pas fou. C'est un Spoons. Et qu'est-ce que c'est un spooz? Un Spoons, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a du talent pour faire du cinéma. Tenez, le portier tout à l'heure, il nous a dit qu'il ressemblait à Charles Boyer. Et que si un jour on voulait lui donner sa chance... Eh, il s'est vu dans un miroir, il a le nez comme un boudin, le cou d'un oiseau déplumé, les oreilles fadades, il marche les pieds dedans, et il se prend pour monsieur Charles Boyer, mais c'est juste un idiot. Ah non, monsieur, le Spoons n'est pas idiot. Un Spoons raisonne parfaitement, il vit comme tout le monde, et il a même parfois du bon sens. Sauf ce qui concerne le cinéma. Une fois qu'il s'est mis dans la tête qu'il ressemble à un grand acteur, il le croira toute sa vie. Et on peut lui faire toutes les blagues qu'on veut, il ne saura jamais compte de se moquer de lui. Et vous en voyez beaucoup comme ça? Oula! Quel malheur! Avouez tout de même que si ce ne sont pas des fous, ce sont au moins des jaubastres. Pas du tout. Oh, mais mademoiselle, enfin, s'imaginer des choses pareilles, si en fait il avait un petit point de ressemblance, s'il avait un petit air de famille avec monsieur Charles Boyer, s'il avait quelque chose dans le timbre de sa voix, comme moi par exemple, j'ai la voix de Rémi, je comprends. Mais lui, il n'a rien du tout. T'as dit que vous avez la voix de monsieur Rému. Et oui, lui, il a la voix de monsieur Rému. Ah, monsieur l'a remarqué tout à l'heure, j'ai vu que quand je parlais, vous m'écoutiez d'un drôle d'air. Mais c'est parce que vous avez exactement la voix de monsieur Rému.
C'est frappant. Et je ne suis pas un schpunz. Non. Bien sûr que non. Non. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la voix. Il y a l'œil aussi. La façon de marcher. La montée un peu bourrue. Enfin, tout, quoi. Oui, ah non, 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 pas tout. Je n'aurai pas la place. J'ai aussi ma personnalité. Oui, vous pourriez jouer des rôles qu'il ne pourrait pas jouer. Et Monsieur Rému pourrait dire la même chose. Il y a des rôles où il serait peut-être meilleur que moi. Qui sait? Oui, qui sait. Et pourtant, il est visible que monsieur n'est pas un schpunz. Oh, mais la preuve. Je sais que vous êtes ici pour faire un film. Est-ce que je vous ai offert de jouer un rôle? Pas encore. Mais ni maintenant, ni jamais. Je ne demande rien. Mais si on vous demandait? Eh bien, je refuserai. Je refuserai parce que je serai forcé de refuser. Oui, parce que la direction de l'hôtel vous interdirait. Mais non, la direction de l'hôtel, je m'en fous. Mais quoique simple barman, j'ai ma conscience. Comprenez-moi bien. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai la voix de Monsieur Rému. Eh bien, permettez-moi de voir la chose sous un autre angle. Un angle personnel. Et de dire que c'est Monsieur Rému qui a ma voix. Bien que ce soit la mienne, je n'ai plus le droit de m'en servir. Parce que ce grand artiste l'a fait entendre en public en premier. Et comme je l'admire énormément, je ne peux pas me permettre de lui causer du tort. Non, non, n'insistez pas, je n'en ai pas le droit. Voilà un spoof de première classe. On en a vu des mieux que ça. Je me demande pourquoi dans un film qui s'appelle Manon Lescaut, on vient faire ses extérieurs sur Marseille. Si celles-là ne sont même pas dans le roman. Ça n'y est pas, mais ça pourrait y être. Et puis on ne fait pas un roman, on fait un film. Et ça va durer longtemps, ces extérieurs? Comme d'habitude. Ce qui ne veut rien dire. Ah, ce qui veut dire beaucoup, au contraire. Les extérieurs d'un film sont terminés quand les commanditaires n'envoient plus d'argent. Allez, traîne. À ce tournage et à notre futur spoon. Marie Marlou, aux yeux de fille, ton mère filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants accordéons, ça fait marrant, mais c'est si bon, tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille, faut se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, et c'est si bon. Et toi, l'oncle, t'es levé? Non, Alors pourquoi c'est que tu tortures Casimir? parce qu'il y a des automobiles qui passent depuis 10 minutes et je voudrais que quelqu'un soit au magasin. Non, ça va, j'y vais. Reste couché, Casimir. Je vais le faire, ce travail exceptionnel. Ce travail du dimanche. Comme ça, il pourra rien me dire. Ouais, il veut que j'ouvre son magasin. Mais je vais lui ouvrir son magasin. D'ailleurs, j'ai encore fait. Il n'y a personne dans ce magasin. Si, à moi. Casserole, vous auriez une casserole? Oui, casserole, mais casserole à vendre. Bon, bien sûr. Je vais la chercher. Et voilà. 65 francs. 6 francs 50. Si vous la regardez encore une fois, ça ferait peut-être 67 centimes. Article étamé, ton de premier choix, forme agréable et commode. 6 francs 50, c'est pas cher. Mais je n'en ai besoin que 5 minutes, c'est pour mettre de l'eau dans le radiateur. Ah ben si vous avez un radiateur, c'est que vous avez une automobile. Mais si vous avez une automobile, 6 francs 50, ça vous fait pas peur. Mon pauvre vieux, je n'ai pas de monnaie. Ah. Et c'est pour le cinéma. Le cinéma? Vous avez un cinéma? Vous faites des films? Où? Quand? Ici, aujourd'hui. Vous fabriquez des films? Je le savais. Je vous attendais. Et je vais vous aider. Oh, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Et maintenant il dit que Dieu n'est pas fou, mais il est complètement jaubastre. Cette casserole, monsieur, je vous en fais cadeau. Tu traites une casserole, une espèce de guignol. Ça, c'est gentil. Oh, ne me remerciez pas. Je vous en fais cadeau gratuitement. D'autant plus volontiers qu'elle n'appartient pas. Et je veux simplement vous poser une question. Où allez-vous faire ce film? Par là, dans la colline. J'ai noté le nom dans mon carnet. Ça s'appelle le col de Tanteuil. Vous savez où c'est? Bon, parfaitement, madame. Et je serai ravi de vous accompagner. Irénée! Allez-y vite, et gardez la casserole. L'oncle,
J'accompagne ces personnes. Ce sont des artistes de cinéma. Je vais leur servir de guide. Tu vas leur servir de guide? Ouais. Alors ils sont perdus d'avance. La casserole, ils te l'ont payé. On va faire payer les artistes quand même. Et moi, si je vais au théâtre, il ne me faut pas payer. C'est une casserole à 54. Et s'ils ne te la payent pas, je la retiendrai sur ta semaine. Un prix, c'est tout. Moi, je te dis que ça y est. Eh oui, c'est arrivé. Tu doutes de moi? Ah non, 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 je doute pas de toi, hein, je doute des autres. Il y a peut-être qu'ils ne comprendront pas. Hein. Mais c'est à moi de leur faire comprendre. Je leur ai parlé, je les ai guidés. Je leur ai dit que j'allais revenir. Ils m'attendent. C'est la grande occasion de ma vie, voyons. Et elle arrive au moment où je suis prêt. J'ai mon costume, j'ai ma cravate. Et par bonheur, il ne m'a encore vu qu'un pyjama. Je veux faire une entrée pas ordinaire. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ouh, j'ai mon plan. D'abord, il faut le modeste. Et j'obtiendrai l'audition. S'ils rigolent. C'est de quoi? De toi? De moi? Ouh. Eh, René, j'ai pas voulu dire. Ouais, t'as pas voulu le dire, mais tu l'as dit. Tu ne crois pas en moi. Va-t'en, ton frère. Tu me défendrais tout seul. Et René, j'ai confiance à toi, tu le sais, mais pas autant que toi. Hein. C'est-à-dire? Allez, parle, mon gars. Mais il me semble que dans la vie, les choses ne vont pas si vite que ça. De croire que l'on va te voir être engagé juste comme vedette, me semble que c'est guère probable. Vas-tu avoir une filière, tu comprends? Un endroit où tu avances peu à peu. Tu vas faire un pas chaque jour. Est-ce que tu sais que Napoléon était un petit sous-lieutenant de Corse? Il devient empereur. Est-ce que tu crois qu'on devient empereur pas à pas? Réponds. Tu as bien raison d'y aller. Moi, je te dis ça, c'est par amitié pour toi. Hein. Je voudrais pas que tu aies brusquement une grosse déception. Hein. Va. Tu es né samedi. Oui. Tu es né sous l'influence de la planète Saturne. Et donc les Saturniens. Je l'ai lu là par histoire. Mais ça prouve quoi? Mais ça prouve que tu ne réussiras jamais à rien, que tu seras toujours triste et pessimiste, et que la méfiance te domine. Va, tant pis pour toi. Moi, je suis né un jeudi. Influence de Jupiter. Tous les espoirs me sont perdus. Ce qui me serait interdit, eh bien je me les permettrai moi-même. Allez, je ne parle plus, tais-toi. Franchement? Pas franchement. Tais-toi. Tu es bon mais maléfique. Tais-toi, Saturnien. C'est Jupitérien qui te parle. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Pourquoi n'osez-vous pas approcher? Je craignais d'être importé. Oh, mais nullement, on vous réclame. Alors je viens avec plaisir. Ça ne vous ferait rien de passer devant. La lumière est meilleure pour vous regarder. Bien volontiers. Mais pourquoi me regardez-vous? Oh, habitude professionnelle et peut-être espoir secret. Espoir de quoi? J'ai dit secret. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, cher ami. Il n'ose pas s'approcher. Et il a grand tort. Oh, mais quel est le tailleur de génie qui vous a dessiné ce costume? Donnez-moi son adresse, il faut que j'y cours. Oh, monsieur, c'est vrai que c'est un tailleur de génie. Mais si je vous donnais son adresse, ça ne vous avance des guerres. Parce que ce costume, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai conçu et décidé. Il faut qu'il nous en dessine un pour chacun. Alors, la voix. Prenons.
clair dans les aigus et dans les médiums bien meublés. Bien meublés? Ça, c'est une voix. Ah oui. Quel dommage, mais quel dommage! Pourquoi quel dommage? Quel dommage qu'un homme comme lui, à cause de sa famille, à cause de sa situation sociale, ne puisse pas faire du cinéma. C'est-à-dire? C'est toujours comme ça. Quand il y en a un de bien, on ne peut jamais l'avoir. Faire du cinéma en qualité de quoi? Eh bien, d'acteur, voyons. Comme acteur, le physique, évidemment, en compte beaucoup. Et l'élégance aussi. Mais ce qui compte le plus, c'est le sexe à pied. Ça, du sexe à pied, il en a plein la voix. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas aux hommes de juger, c'est aux femmes. Oui, mais moi, je trouve qu'il en a beaucoup. Et toi, Françoise, qu'est-ce que tu en dis? Oh, bah, c'est très difficile de juger comme ça, mais à vue de nez, mon avis, c'est un avis personnel. Il me semble qu'il n'en manque pas. Quoi qu'il soit ridicule de dire ces choses-là, moi, il me semble que j'en ai un peu. Je le cultive. Oh, charmant de modestie. Oh non, madame, je ne suis pas modeste. Je l'étais. Mais du jour où j'ai décidé de devenir un artiste, j'ai sacrifié ma modestie. Sérieusement, vous songez à faire une carrière au cinéma? Oh, madame, non seulement j'y songe, mais j'en rêve. J'en suis malade. J'en crève. Madame, le cinéma, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour tourner même un petit rôle, je ferai n'importe quoi. Je le jouerai même gratuitement. Le premier est interdit. Parce que le second... Ah oui, le second, ça coûterait dans les 100 000 francs. Ma foi, il faut savoir profiter du succès. Quel genre de rôle aimeriez-vous jouer? Mes goûts et mon tempérament me pousseraient plutôt vers Rému ou Charles Boyer. Oh, je ne dis pas que j'égalerai tout de suite ces grands comédiens. Avec un peu d'expérience. Et un bon maquillage? Tiens, que faudrait-il pour corriger les petits défauts du visage de monsieur? Un jeune premier? Oui. Une scie, un marteau? En termes techniques et imagés. J'ai une idée. Et je m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait eue avant moi. Et quelle idée? Le Spoons. Le Spoons, c'est lui. Oh, là tu vas peut-être un peu vite, hein? Et pourtant, il ne faut pas s'en battre. Mais sans parti pris, je crois qu'il a véritablement la tête du Spoons. Et il en a exactement la voix. Mais qu'est-ce que c'est que le Spoons? Le Spoons, monsieur, le Spoons, c'est un rôle. Un rôle extraordinaire. Dans un film extraordinaire. Ce rôle, il y a 5 ans qu'il attend l'acteur qui pourra l'incarner. On a tout essayé. Les plus grandes vedettes, les plus grands noms de l'écran, mais aucun acteur n'a pu l'interpréter. Ok. C'est pour ainsi dire une Greta Garbo en homme. Vous voyez? Mais monsieur, vous m'effrayez un peu. Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que monsieur, dans la vie, est un Spoons. Mais sur l'écran... Sur l'écran? Il serait encore beaucoup plus cool. Enfin, moi, je donne mon avis. Tout cela est bien entendu subordonné à des essais. On peut se tromper. Parfaitement. Madame a raison. C'est les essais qui sont à la base de tout. Quand les fait-on? Tout la ici. Eh bien, monsieur, savez-vous par faire quelque chose? Un poème, une chanson? Oui, bien entendu, madame. Mais je ne veux pas vous dire un poème ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez l'attribuer le mérite au récitat. Non, je vous propose autre chose qui sera beaucoup plus concluant. Mais c'est qu'il est très intéressant. Mais laisse-le parler. Oui, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est de vous réciter un article du Code civil. Pour le connaître, je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ce n'est pas très gai. Non, ce n'est pas très gai, c'est vrai. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, dames, devant votre accueil amical, vous faire la démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais avec cette simple phrase vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Mais qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Oh, ne me louez pas la base, monsieur, attendez. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Bon, je commence. Demandez-moi les expressions qui vous intéressent. Pathétique. Pathétique. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La crainte. Tout condamné à mort, la tête tranchée. Amusez, amusez. Tout condamné à mort, aura la tête tranchée.
tranché, de condamné à mort aura la tête tranchée. Oh. De condamné à mort, tranché. Voyez, ce qui vous arrive ici, vous n'arrive pas à tout le monde. Vous connaissez les frères Verniquet? Non. Qui est ce frère Verniquet? Ce sont des Américains. Les maîtres de l'industrie du film. C'est une sorte de Rockefeller double. Double? Parce qu'ils sont deux. Et ils sont jumeaux? Et nés le même jour. Oui, comme tous les jours, voyez. Naturellement. Alors, il y a Métro Verniquet et Bazouf Verniquet. Et ils ont plus de 200 millions. Oui, ils peuvent acheter le vinaigre au litre. Et pourquoi sont-ils ici? Ah ça, je ne sais pas. Ils ne sont jamais venus en Europe. À leur premier voyage, ils débarquent dans un petit village de Provence. Où nous sommes? Mais pourquoi? Peut-être cherchent-ils une nouvelle vedette pour remplacer les leurs qui commencent à dire. Oui, peut-être cherche-t-il. Ou peut-être ont-ils entendu raconter, enfin je dis ça timidement et à tout hasard, mais peut-être ont-ils entendu raconter que dans ce village, au cercle, un jeune homme avait joué dans la Passion le rôle de Jésus-Christ. Et il avait obtenu un triomphe. Il avait joué avec tant de sincérité que ni son oncle épicier, ni son frère épicier affectueux ne l'avaient reconnu. Peut-être ont-ils entendu dire. Mais où est-il, ce jeune homme? Ah oui, eh bien, c'est moi. Ah, ils sont formidables, ces Américains. Ils sont là-bas, 32 000 kilomètres, ils entendent parler d'une personne de valeur, ils viennent et ils la raflent. Pour ça, ils n'hésitent pas. Eh non, et c'est ça qui fait leur force. Le saucisson, monsieur Fénix. Le saucisson, c'est la viande la meilleure et qui coûte le moins cher. Ça, c'est la vérité. Ce serait drôle, remarquez, un saucisson avec un os au milieu. Ce serait même rigolo. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux te parler? Oui, tu veux me parler une minute? Oui, mais c'est une locution, c'est pas qu'une minute. Tu veux me parler une minute sans t'arrêter? Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'expliquerai tout quand monsieur sera là. Bonjour, monsieur. Oh, dites, madame, il est gentil, votre neveu. Il me parle comme un mendiant. Si on reçoit les clients comme ça, moi je paye. Je paye en argent. Mais nous, on vous a payé un saucisson, monsieur. C'est une monnaie qui ne sera jamais évaluée et qui vaut bien une autre. Allez, bonjour, monsieur. L'oncle. Oh, qu'est-ce qu'il y a, gueulé comme ça? Nous sommes au plus beau jour de ma vie et de la tienne. Regarde ceci. Qu'est-ce que c'est? Si ce papier pesait autant que les lingots d'or qu'il représente, il ferait péter le ressort de ta balance. Qu'est-ce que c'est? Un contrat, Casimir. Le contrat de mon nom. Oh, c'est vrai? Une puissante compagnie américaine m'a donné cet engagement. Écoute. Entre la maison Verniquel, compagnie d'Hollywood et Monsieur Irénée Fabre, c'est moi, il est convenu ce qui suit. Monsieur Irénée Fabre est engagé en qualité de comédien pour une durée de 3 ans et sa première création sera le rôle du Schultz. Monsieur Irénée Fabre recevra comme salaire une somme de $1000 par semaine, ce qui fait 25 à 30 000 francs par semaine. C'est ça les Américains. Ça m'étonnerait qu'il t'ait payé une semaine d'avance. Parce que moi, les Américains, je les connais. Voyons la suite. Oui, la suite. Si les nécessités de la production forcent M. Irénée Fabre à travailler sous un climat qui n'est pas le sien, et au pôle Nord comme au Sénégal, donc une autre parenthèse. Ceci est évidemment un peu exagéré. Mais ne perd jamais de vue que ce sont des Américains. Alors dans un contrat, ils prévoient tout. Même le pôle Nord et le Sénégal. Et il y a des indemnités prévues. Au-dessus de 30 degrés à l'ombre, M. Fabre recevra une prime de 100 francs par jour et par degré.
Pour 47 degrés, j'aurais 1500 francs de plus par jour. 45 degrés, c'est chaud, hein. Avec 1500 francs, il s'achètera des éventails. Je vais même me faire éventer. Au-dessous de 0 degré, Monsieur Fabre recevra une prime de 200 francs par jour et par degré de froid. Un rapide calcul te montre que pour moi, moins 40 égale plus 8000, simple, logique et naturel. Et il y a les maladies. Les maladies? Voyons ça, les maladies. En cas de maladie contractée en pays étranger, les indemnités seront payées selon le barème suivant. Autre parenthèse, les maladies sont payées en monnaie du pays de la maladie. Au premier abord, ça peut paraître bizarre, fort rigolo. Mais en y réfléchissant, c'est absolument logique. C'est pour que tu aies la monnaie du pays de la maladie pour te faire soigner sur place. Voilà le barème. Pied gelé, 4500 euros. Fièvre jaune, 4500 piastres. Lèpre, 40 000 euros. Beriberi, 5 défenses d'éléphant. Morsure de phoque, 2000 poissons boucanés. C'est inouï, ces Américains, hein. Quelle fantaisie. Et à la fois, quelle précision, hein. Qu'est-ce que dit l'homme? Il y a une question grave que je me pose depuis un moment. Oui, à propos du contrat, je permets... Bien volontiers. Tu n'as jamais brassé des millions, mais je reconnais que tu as le sens des affaires. Alors, une question posée bien à propos, ça pourrait m'aider. La question là, voilà. Est-ce que c'est toi qui te fous de nous, ou est-ce que ce sont eux qui se sont foutus de toi? Je le savais. Je savais que ta première idée serait de me décourager. Non mais je te savais marteau, mais je te savais pas aussi avancé. Ben, j'ai eu peur de préparer. Je l'ai recouché. Ça c'est raisonnable. D'autant plus que demain, je dois me lever de bonne heure. J'irai faire quelques courses et prendre mon billet pour Paris. Et là, on aurait beau l'amener au médecin, lui payer les remèdes les plus chers, même l'homéopathie, ça ne servirait à rien, ça ne le guérirait pas. Et surtout, pas un aller-retour. Oh non, je reviendrai dans ma 8 cylindres. Mon contrat prévoit une avance de 10 000 francs. Amollissement de la cervelle. Espoir légitime. Joras. De boutiquier. Oh, est-ce que c'est pas possible d'attendre des choses pareilles? Va, avec mes premières économies, je t'achèterai Félix Motel et l'usine des jambons Olida. Soyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, son nom s'est allé. Soyez déjà à payer les riches, signer des photos aux admirateurs qui se bousculaient. C'était le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens l'acclamaient debout. Soyez déjà cherchant dans sa liste celle qui le soir pourrait par faveur se m'embrasse son cou. La rigolade a des limites. Et si ce type-là partait pour Paris? À condition qu'il prenne le train, il y arriverait. Et puis on s'en fout. Mais lui, en arrivant à Paris, est-ce qu'il s'en foutrait? Écoute, c'est déjà compliqué d'être moi. Je vais pas en plus me mettre à la place des autres. Si la marché, ça nous donne à tous une responsabilité. En tout cas, moi, ça m'ennuie d'avoir été dans ce coup-là. Cette affaire, je ne l'offrerai pas. Toi, tu as toujours des scrupules. Tu en as pour tout et pour le reste. Ah, seulement, si quelqu'un t'aime, ça ne t'intéresse pas. Ah, mais par contre, s'il passe par là un petit canard boiteux, alors là, subitement, ça devient intéressant. Et même si ce n'est personne, pour toi, ça devient quelqu'un. Tu es une vraie sœur de charité. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Charité bien ordonnée commence par les copains. Ça dépend de ce que les copains vous demandent. Ah, tu me fais suer! Madame. Oh, madame. Je suis le frère d'Irénée. Je suis venu vous remercier. Il n'y a certainement pas de quoi, d'autant que je ne connais aucun Irénée. L'acteur, le futur acteur, là, celui que vous avez engagé, là, le Choun, le Soum. Ouais, je sais pas bien le prononcer, n'est-ce pas? Et vous me remerciez de quoi? Mais de la chose merveilleuse que vous lui avez offerte. Vous savez, il ne faut rien exagérer. Il n'y a encore rien de bien certain. Hein? Pourtant, il me semble qu'il y a un contrat. Oui, évidemment, un contrat, c'est toujours quelque chose. N'est-ce pas? C'est bon, ce contrat nous a paru bizarre. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude du cinéma.
Mais alors l'oncle ne voulait pas le croire. Il n'arrêtait pas de dire, excusez l'expression, qu'on s'est foutu de lui. On le verra bien. Il risque de le voir un peu tard. Il a déjà pris son billet pour Paris. Et par demain. Pour ça, si on s'est foutu de lui, si on l'a pris pour un imbécile... Écoutez, dites à votre frère que je désire lui parler en tête-à-tête. N'en parlez à personne d'autre qu'à lui et qu'il garde le secret sur cette entrevue. On s'est foutu de lui. Oh non, non pas précisément, mais enfin, je désire lui dire certaines choses. Lui mettre en garde contre des espoirs trop grands, n'est-ce pas? Nous faisons un métier où l'on a parfois des exceptions. Vous comprenez? Mais je comprends qu'on s'est foutu de lui. Non, non, pas du tout. Là, vous êtes trop brutal, mais enfin, je désire lui dire certaines... Enfin, prévenez-le, je l'attends ici dans un quart d'heure. Allez, René! Il y a la femme du cinéma qui veut te voir. Où est-elle? Au bout des gangs. Elle est seule? Ah oui, elle est seule, elle m'a déjà se cacher. Qui t'a dit ça? Elle-même, elle m'a bien recommandé de ne rien dire à personne. Et elle avait l'air d'y tenir? Ah oui, elle a tout tenir, oui. Et voilà. Elle n'attendait même pas mon premier succès. Oh, c'est vrai que plus tard, il serait peut-être plus difficile. Tu crois vraiment que... Femme que tu es, c'est toi qui m'apportes le message et tu ne comprends pas ce qu'il veut dire? Ah, que c'est beau la naïveté. C'est vrai qu'elle n'est pas très très jolie, mais c'est la première, alors il faut y aller. Et puis plus tard, il sera un écho charmant dans les revues du cinéma. Bonjour, petite Françoise. Mon frère m'a dit que vous désiriez me voir. Vous comptez partir? J'ai mon billet. Déjà? Je l'ai pris ce matin. Comme vous me l'avez demandé, vous me comprenez? Je regrette que vous ayez pris votre billet. Pourquoi vous vouliez me le payer? Oh non, je ne l'aurais pas payé. Mais enfin, maintenant que vous l'avez pris, je devrais peut-être vous le rembourser. Oh, en somme, c'est un aveu. Un aveu si vous voulez. Moi, ce serait plutôt une mise au point. Formule élégante et discrète. Écoutez, mademoiselle, j'ai pour vous une grande, une profonde, une sincère reconnaissance. Ce contrat, c'est à vous que je le dois. Vraiment, vous n'avez rien compris du tout. Ça vous ferait plaisir que j'ai compris. Si vous aviez des soupçons, ce serait plus facile à dire. Oh, je n'ai pas de soupçons, j'ai des certitudes. Il y a des choses que l'on fait semblant de ne pas voir et que l'on voit très bien, très clairement. Alors vous avez compris? Mais je l'ai dit ce matin à mon frère, demandez-le lui. Alors votre billet de chemin de fer, ce n'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai? Le voici. Mais alors vous n'avez rien compris du tout? Oh, que si. Mais je comprends aussi la pudeur féminine. Inutile de vous exprimer davantage. Mais c'est vrai, vous êtes idiot! Oh, que non. Oh, que si? Oh, que non. Ah, fille de mouche, vous savez les prendre en les devant. Et vous arrivez bonne première, je le reconnais. Ah, petite coquine. Vous êtes compliqué, hein? On vous a fait une farce. Votre contrat n'est qu'une plaisanterie. Comment? Un contrat signé par messieurs Bazouf et Métro Verniquel, venus d'Hollywood spécialement pour me voir, en présence de témoins. Les frères Verniquel n'existent pas. Bon, c'est ça. Mais pour s'amuser, nous n'avions rien à faire ce soir-là. Vous étiez assez prétentieux. Alors pour rire, on a fait ce contrat, mais lorsque j'ai appris que vous vouliez partir pour Paris, il m'a semblé que mon devoir était de vous dire la vérité. Oui, parce que vous êtes une femme de deux fois. Peut-être. Alors comment expliquez-vous que mon oncle, qui ne vous connaît pas, m'a dit exactement la même chose? L'explication est extrêmement simple. Votre oncle a du bon sens, voilà tout. Mais moi, je n'en ai pas. Pas beaucoup. À la place, vous avez de la poésie. Bon, merci. Alors si vous ne travaillez pas pour mon oncle, et après tout c'est possible, pour qui travaillez-vous? Quelle vedette ou quel groupe de vedettes vous a chargé, moyennant finance, d'écarter de leur chemin une jeune nature qui pourrait un jour menacer leur gloire et leurs intérêts? Monsieur, un peu de bon sens et surtout un peu de modestie. Madame, on peut être modeste et ne pas ignorer sa valeur. Mais il y aurait peut-être une troisième explication. Elle est si basse que je n'osais l'accueillir. Et laquelle? Vous êtes, si je l'ai compris, monteuse de films, c'est-à-dire que vous tripotez la pellicule. Vous la roulez, vous la volez, vous la rafistolez, etc., etc. C'est ça? Oui, etc. Alors pourquoi, mademoiselle, vous êtes-vous réfugiée dans les coulisses du cinéma? Parce qu'on n'a pas voulu de vous sur l'écran. Ah, vous rêviez d'être Greta Garbo. Vous n'avez pas le physique. On vous a renvoyé à la télé. Et cet échec, vous l'avez sur le cœur. Alors quand vous voyez un jeune homme particulièrement doué, la rage et l'envie vous soulèvent la vie. Je serai tout à l'heure dans le train. Au revoir, madame. Une bonne idée de faire une blague à un fou. Sous les autres
fonder ses traites. Un immense besoin d'argent. Si vous ne payez pas ces traites, vous aurez très vite sur le dos notre juge d'instruction qui vous parlera encore de vos affaires. Et si je prenais une hypothèque sur Manon Lescaut? Qu'est-ce que c'est? Un film en cours de fabrication. Qui nous appartient? Je ne dis pas qu'il m'appartient. Je me demande si je donnais en gage ces recettes pour me faire avancer de l'argent. Oui, mais à qui appartiennent ces recettes futures? Mon cher, ces recettes futures appartiennent à celui qui les saisira. Et j'en connais une bonne douzaine qui aura le droit de les saisir. Mais enfin, qui est-ce qui fait ce film? Vous êtes un enfant. Vous avez l'air de croire qu'un jour quelqu'un a dit « Je vais faire un film avec Manon Lescaut ». Là-dessus, il sort son carnet de chèques, il engage le personnel et les artistes et fait le film. Vous croyez ça, vous? Ce serait la forme naturelle d'une affaire cinématographique. Mais ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été comme ça. Un film, voyez-vous, on ne le fait pas, il se fait tout seul. Voilà une conception singulière. Il allait vérifier par l'expérience. Un soir, quelqu'un a dit « Si on faisait Manon Lescaut ». C'est un roman cochon écrit par un curé. Enfin, bref. Le type raconte l'histoire du livre, et là-dessus, tout le monde dit « C'est épatant, c'est tout à fait cinématographique. Moi, je mets 200 000 francs, moi, je mets 500 000, moi, je mets 600 000. » Et le lendemain, personne n'apporte un franc, et le film ne se fait pas. Oui, bon, ça c'est l'histoire des films qui ne se font pas. Mais ceux qui se font... C'est les mêmes. Voyez-vous, ce Manon Lescaut, on ne le fait pas, mais on en parle. Ça tombe dans l'oreille d'une petite femme qui vient de lever un marchand de savon. Ça intéresse un jeune premier qui va offrir un peu d'argent à sa vieille maîtresse. On en parle de plus en plus. L'argent tombe de tous les côtés. Ça y est, le film a commencé. Et s'il a commencé, il se finira. Peut-être, oui. Mais enfin, il faut de l'argent. Et cet argent que l'on vous donne, ce sont des avances? Eh oui! Bon, très bien. Et ces avances, comment sont-elles récupérables? Oh, récupérables, oh, le bon mot! En théorie, elles sont récupérables sur les recettes du film. Ceci est clair, oui. En pratique, on n'en récupère pas la moitié. Non. Voyez-vous, tant de personnes ont des droits sur ces recettes, tant de créanciers ont les mêmes gages, que finalement, on ne sait pas vraiment qui appartient à ce film. En somme, il appartient à celui qui le vend. C'est pour ça que je vous dis, si on vendait Manon Lescaut. Vous commettriez un abus de confiance et un vol. Mais jamais de la vie, cher ami, vous utilisez dessus des mots grossiers. Si je vends Manon Lescaut, qui n'est peut-être pas à moi, ce n'est pas pour m'enrichir. Non, l'argent qu'on me donnera servira à payer des dettes. Des dettes du cinéma. Pardon, monsieur, la direction. Vous avez une convocation? Monsieur, j'aime mieux que ça. J'ai un contrat. Montrez-le. Je ne crois pas nécessaire de montrer mon contrat à un simple portier. Vous êtes Marseillais, vous? Oh, c'est une supposition que vous faites. Veuillez informer Madame Meyerboom que le comédien engagé par ses patrons, M. Vermiquel, est arrivé et se tient à sa disposition. Le contrat, le voici, monsieur. Aïe, 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 aïe. Et vous êtes venu de Marseille pour ça? On viendrait pour moins que ça. 1000 $ par semaine. La semaine dernière, il y en avait un à 15 000 $ par jour. Écoutez, monsieur, la consigne, c'est la consigne. Et je ne peux pas vous faire attendre ici. Donc, ayez la bonté d'aller attendre un petit peu sur le trottoir. Dans la rue? Dans la rue ou au petit café du coin, si vous voulez. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une dédie de 500 000 francs? Oh, je m'en doute. Allez, monsieur, je vous en prie. Je vais faire prévenir Madame Meyerboom. Ça, c'est encore un coup de la barbasse, ce truc. Mais celui-là, il vient de Marseille. Il va pas être facile à décrocher. Si jamais la patronne apprend ça... Cher ami, si on a coupé la moitié de votre rôle, ce n'était pas dans le but de vous faire de la peine. Mais ce film était long, beaucoup trop long. Et puis il y a les censures. Et puis mon nom n'est pas sur l'affiche. Ah, pardon, cher ami, il y est. Oh, vous avez lu mon contrat? Je l'ai peut-être lu puisque je l'ai signé. Eh bien voilà la clause la plus importante. Sur toute notre publicité, vous aurez la vedette américaine en lettres de la même grosseur que les lettres composant le nom de la première vedette. De plus, votre nom sera précédé des mots « et avec ». J'ai le regret de vous dire que mon nom est sur l'affiche en petits caractères, noyé dans un tas de figurants et de comparses, et qu'il n'y a pas plus de « et avec » que sur ma mère. Ah, oui. Et en vedette américaine, il y a « et avec Mona Corso ». Oui, madame. Oui, une figurante. Une petite femme ridicule qui dit 4 mots dans le film et qui les dit mal. Une petite femme ridicule qui marche les pieds en dedans, basse de fesses, courte de jambes, qui a les seins au niveau des hanches. Comment?
Elle les a en nombril. Et en plus, elle a un nom ridicule. Mona Corso. Par quel miracle le nom de Mona Corso a remplacé les miens? Simple inadvertance du chef de publicité ou de l'imprimeur. Ma chère Miriam, dans ce film, qui a apporté l'argent? C'est Galapia, le grand Galapia, le roi du meuble. C'est lui qui a apporté $1 million. Oui, et qui a amené Galapia? Sa voiture automobile. Ah, ne faites pas l'imbécile, hein? Vous l'avez embrassé sur la bouche, vous, Galapia? Heureusement, non. Eh ben moi, malheureusement, oui. Oui, ce n'était pas gratis, et vous le savez très bien. C'est moi seul qui vous a apporté ce $1 million. Et l'auteur? Vous avez eu des bontés pour l'auteur? Tiens, l'auteur aussi. Oui, l'auteur aussi. Et le chef de plateau, le régisseur général, le metteur en scène. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son nom sur l'affiche? Avec qui il faut coucher? Avec l'imprimeur? Où est-ce qu'il habite? Alors, son adresse est sur l'affiche, mais cette fois-ci, c'est trop tard. Bonjour monsieur, pourriez-vous m'indiquer la direction? En direction de quoi? La direction de la direction, c'est-à-dire madame Meillerbou. Au fond du couloir. Ah non! Attendez, je vous accompagne. Alors? Vous n'allez pas refaire les affiches? Ça coûterait beaucoup trop cher, ma bonne amie. Eh bien, ma chère amie, il va pourtant falloir les refaire. Elles sont déjà parties dans toutes les régions de France, ma bonne amie. Eh bien, ma chère amie, il va pourtant falloir les faire revenir et les brûler toutes sous mes yeux. Vous êtes charmante. Vous êtes bête. Je vous donne 5 minutes pour donner les ordres nécessaires. Sinon, je fais un scandale ou un malheur. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, si je tire un coup de revolver sur vous, ce serait un grand malheur pour vous. Mais si je me suicidais, ou si je me déshabillais entièrement et que je criais au viol, alors là, ce serait un scandale. Vous voyez la nuance? Allons, pas d'enfantillage. Vous avez 10 secondes. Et alors? Alors quoi? Mais enfin, mais franchement, Excusez-moi. Bonjour. Je ne serais pas entré si mon contrat n'avait pas prévu mon arrivée chez vous aujourd'hui avant 4 heures. En effet, cher ami. Et je vous remercie pour votre visite d'être venue si promptement. Laissez-moi terminer une grosse affaire avec madame, qui est l'une de nos plus grandes artistes. Madame. Donnez-moi 2 minutes. Et même 2. Ne vous éloignez pas de la porte, je vous prie. Bien, d'accord. Dis donc, toi. Oh, mais nous n'avons pas gardé les couchons ensemble. Ah non, quand tu les gardais, ce n'était pas avec moi. Oh, chut, ça suffit. L'affaire de ton affiche, ce n'est pas moi, c'est Galapia. C'est vrai, c'est toi qui l'as fait venir. Mais pendant le film, il s'est embourraché de la demoiselle, la Mona Corso. C'est elle qui t'a enterré. Pour cette affaire-là, c'est le pire. Mais le jeune homme qui attend là, c'est un jeune homme qui m'apporte des millions. Lui, je ne peux pas te dire son nom, j'ai promis. Je peux seulement te dire que c'est le fils d'un homme qui a des mines de charbon dans le Nord. Il a 4 immenses magasins à New York et 2 à Londres. Il est millionnaire en dollars. Et tu vas faire quoi avec lui? 5 ou 6 films. Seulement, si tu fais du scandale, il aura de mauvaises impressions et il ne me donnera pas les millions. Tandis que si tu te comportes comme une grande dame, avec le naturel qui est le tien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, laisse-moi seul avec lui et tu verras. Promis? Tu seras en tête d'affiche. Entrez, cher ami. Cher monsieur, je ne sais pas votre nom, mais permettez-moi de vous dire que si j'avais l'honneur de jouer dans un de vos films, je ferais de mon mieux. Madame, tout le plaisir sera pour moi. Ah, tout de même, ce portier, au fond, il avait raison. S'il laissait entrer tout le monde, nous ne pourrions plus travailler en paix. Dites-moi, cher monsieur, qui êtes-vous? Moi? Le Spoons. Vous êtes le... Oui, le Spoons, vous comprenez. Évidemment, et je ne peux pas contredire ce que vous dites. Seulement, en cet instant, que puis-je faire pour vous être agréable? Ou pas grand-chose. Exécutez mon contrat. Ah, vous avez un contrat. Le voici. Qu'en pensez-vous? Évidemment, c'est très intéressant. $1000 par semaine, c'est pas mal. Pour commencer. Oui,
bien sûr, pour commencer. Parce qu'après... Oui, après, bien sûr. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais là, j'aimerais savoir quand commenceront les prises de vue. Je refuse absolument de commencer ce matin. Ça, je refuse. D'accord avec vous. Je veux commencer cet après-midi vers 4h30. C'est parfait. Je veux que mon remette mes textes dans 10 minutes. Je le note. Et je veux avoir le temps de regarder mes costumes, mes textes et choisir mon maquillage. Je le note, ça sera fait. De plus, comme je suis venu sans me munir d'une somme importante, je suis obligé de demander à la caisse une avance instantanée de 10 000 francs. Avance que je reprends. Évidemment. Cher ami, vos désirs sont des ordres. Et je m'en vais de ce pas chercher des billets de banque. Je ne veux pas que vous me prissiez pour un homme d'argent, mais enfin, un contrat est un contrat. Nous n'avons qu'à l'exécuter. Vous dans votre domaine commercial, et moi dans le domaine artistique. D'accord, accordez-moi une minute. Madame, cette minute, je vous l'accorde. Merci. Ça commence bien. Portier! Madame. Il y a un fou dans mon bureau. Bien, madame. Faites-le sortir. Bien, madame. À quoi ressemble-t-il, celui-ci? Alors, il est grand avec une tête d'abruti. Il dit qu'il a un contrat pour le ch'pouille. Mais je l'ai foutu dehors tout à l'heure. Il a dû passer par derrière. Édouard! Édouard! Il y a un fou dans le bureau de la patronne. Faudrait bien la faire sortir. Gentiment, hein? Oui, gentiment. 2-3 marrons si nécessaire. Mais pas plus. Monsieur, c'est pour avoir l'honneur de vous dire que la patronne ne peut pas vous recevoir. Comment elle ne peut pas? Mais elle vient de me recevoir. Eh bien, la réception est finie. Oh, oh, je pense qu'il y a quelques méprises. Je crois, messieurs, que vous vous abusez. Messieurs, on ne s'amuse pas, nous on fait notre boulot. Alors soit vous sortez en marchant comme une personne normale, soit c'est qu'il faut qu'on vous aide. Non, mais moi, je ne bougerai pas de ce fauteuil. Eh bien, c'est le fauteuil qui va bouger. Dans la rue, ordre de la patronne. Je pense que vous avez compris. Fort bien, madame. Mieux que vous ne le pensez. Ne lui faites pas de mal. Oh non, ne me faites pas de mal. Madame veut bien monter une cabale contre moi, mais elle ne veut pas qu'on me tue. À tout à l'heure, madame. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est là, je l'ai vu. Dis donc. Le ch'pousse. Arrête, ça ne prend pas du tout. Tiens, demande-lui à lui. C'est vrai, il est là, le neuneu. Eh, vous y allez un peu fort, vous autres. Avoir encore signé un contrat, un fondu. Tu l'as vu? Eh, bien sûr que je l'ai vu, et je crois qu'on va le voir encore longtemps. Il est taré, il est venu de Marseille ici. Il va venir habiter sur ma porte, et il finira par me donner des coups de revolver. Oh, celui-là, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne de lui avoir laissé prendre le train? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de fondu dans le département de la Seine? Ça va encore reprendre ceux des Bouches-du-Rhône? Parce qu'alors, vous n'avez pas fini, hein? Spoons. Ah, voici la fin de l'incident. Bonjour, chers amis. Et que se passe-t-il? Êtes-vous au courant? Ce matin, le portier m'a interdit d'entrer des studios. Je trouvais ça louche. Oh, mais ça l'était. Bien sûr que ça l'était. Alors j'ai attendu l'occasion et j'ai réussi à me faufiler. Excellent début. J'ai vu plein de débrouillards. Je peux dire que je ne suis pas né d'hier. Alors j'ai trouvé les bureaux de la directrice et j'y suis entré. Et vous l'avez vu? Elle m'attendait à bras ouverts. Alors je lui ai exposé mes accords avec la direction. C'est normal. Et quelle a été sa réaction? Enchantée. Elle était enchantée. Elle était allée à la caisse et me chercher la cote de 10 000 francs. Ce n'était pas exagéré. Oh, pas du tout. Quelques minutes plus tard, 2 escogriffes m'ont littéralement jeté dehors. Ils m'ont transporté dans un fauteuil dans la rue. Pensez-vous? Cette action inopinée me paraît être le résultat d'un malentendu. D'un malentendu? D'une cabale? Oui, peut-être y aura-t-il une cabale. Sans cabale, c'est inexplicable. Je sais d'où cette femme-là, cette femme qui a le nez pointu et qui écrit sur les feuilles de papier, cette femme sensuelle qui veut empêcher ma réussite. Françoise? Pourquoi? Elle me l'a agi de façon tellement abominable que je peux tout vous dire. J'ai repoussé ses avances. Avant-hier, elle m'a donné un rendez-vous secret. Oui, monsieur secret, puisqu'elle a dit à mon frère de n'en parler à personne. J'y suis allé, j'ai été maladroit, alors elle, vexée, elle m'a dit que mon contrat n'était qu'une plaisanterie
et que je ferais mieux de rester chez moi, moi. Et si je vous disais, moi, que votre contrat n'est pas très sérieux, et qu'il y a un train à 8h36 pour retourner chez vous? Je dirais que c'est elle qui vous a monté le coup, et que vous êtes un autre Judas. Ah, tout le monde est contre moi, on veut me barrer la route, mais moi les barrages, je les enfoncerai. Et malheur aux hypocrites, aux faux frères et aux bandits, je les briserai comme du verre. Comment? À moi? Alors calmez-vous, monsieur, je disais ça en plaisantant, alors bêtement, je vous l'avoue, mais ce n'était qu'une plaisanterie. De mauvais goût, de mauvais goût. Alors pour moi ou contre moi? Pour vous. Bien, si vous m'aidez aujourd'hui, je vous aiderai plus tard. Monsieur est trop bon. Oh, non. Écoutez, personne ne peut rien contre moi si seulement j'arrive à rester en contact avec la direction. J'ai actuellement perdu ce contact. Avez-vous suffisamment de crédit auprès du portier pour me faire pénétrer dans la place? Le portier fait peut-être partie de la cabale. Ah, tout s'explique. Alors comment faire? Hein? Comment faire? Tenez. Prenez ces papiers. Ce sont les documents de prise de vue. Vous ferez le tour du studio et vous entrerez par la porte du personnel. Il n'y a pas de conscience? Si, mais vous passerez devant lui avec assurance et vous lui direz laboratoire. S'il vous dit pourquoi, vous répondez Astruc. Astruc, c'est moi. Ah, j'appelle Astruc. Bien. Laboratoire, Astruc. Voilà. Eh bien, merci Astruc. Laboratoire, on va faire Astruc. Est-il exact que tu l'as prévenu au cours d'une entrevue secrète? Pas secrète du tout, je lui ai parlé à la terrasse de l'hôtel. Ah ben, l'entrevue était bien secrète, puisque tu n'en as parlé à personne. Je ne suis pas forcée de te dire tout ce que je fais. D'accord. Mais tu nous fais de sacrées cachotteries. Le Spoons, lui, il n'en fait pas. Il nous a même dit que tu voulais ruiner sa carrière parce qu'il avait refusé de coucher avec toi. Alors, tu lui as offert la botte? Il le croit? Mais il m'a dit que tous ceux qui se mettraient en travers de sa route seraient brisés comme du verre. Mais il est tellement bête et tellement prétentieux que je lui ai tendu un piège pour revenir ici. Et maintenant, on va lui offrir la leçon qu'il mérite. Et on va se foutre de lui jusqu'à ce qu'il comprenne. Bonjour monsieur, bonjour. Notre ami vous a dit. Oui, il nous a dit. Il vous a dit quelles difficultés m'ont été suscitées par une influence secrète et subtile, et de cabale pour tout dire. Mais je constate que la cabale s'est éloignée. Enfin, me voici sur la place. Et nous en sommes ravis, car il y a de l'urgence. Je dois reconnaître cependant que cette cabale m'a occasionné pas mal de tribulations et d'humiliations. Je suis rentré, et sous un faux prétexte, par la petite porte. Il y a commencement à tout. Ça fait un début romanesque. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose, et je souhaite que tout le monde en tire son profit. Je suis entré par la petite porte, mais je sortirai par la grande porte. Ça, mon cher, je vous en réponds. Et plutôt que vous ne pensez. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est probable. Et des coups de pied au derrière. Non, monsieur, pas à une cabale. Bon, passons à l'action. Alors, Je viens de voir Madame Léon. Elle est extrêmement intéressée par votre arrivée. oui, je sais, elle me l'a dit. Vous avez mis 10 000 francs? Ah oui, ça compte, ça. Où sont-ils, ces 10 000 francs? Meilleur-Goût m'a donné le chèque à sa secrétaire qui viendra vous l'apporter. Mais vous devez tout de suite faire un bout d'essai. Je vais accepter. Ah, vous le devez absolument. Dans votre intérêt même. Ça consiste en quoi? Vous allez jouer une courte scène dans un grand film historique que l'on tourne en ce moment. Quand? Tout de suite. Y a-t-il du texte? Bon, il n'est pas très long, mais il est fort beau. Monsieur Charles, veuillez vous occuper du texte de monsieur et allez le demander à l'assistant de monsieur Morozef. Vous venez avec moi. Faire un texte sur mesure. Oh, tu sais, t'as pas besoin de faire loin parce qu'il n'aura pas le temps de dire de lire. Je trouve cruel de se moquer de l'imbécile. Ah, il veut-tu qu'on se moque? Moi, je n'ai pas mauvais cœur, mais je n'ai pas de scrupule à me moquer des imbéciles. D'abord, ils sont trop. Et puis, parce qu'ils sont bêtes, on croit toujours qu'ils sont gentils. Eh ben non. Il y a des couillons qui sont méchants. Et puis celui-là, ce qu'on va lui faire, c'est dans son intérêt. Ah, dans son intérêt, bien compris. Vous comprenez, ce n'est qu'un essai. C'est vous pour classer, vous expertiser,
La voix, la démarche, l'autorité. Ce sera pour vous-même une précieuse leçon. Oui, sans doute. Mais ce qui m'inquiète, c'est le maquillage comme vous le faites. Mon cher, le roi est très petit, il ne fait que 2 lignes et demie. Et comme vous avez destiné plus tard à jouer de grands rôles, il vaut mieux qu'on ne vous reconnaisse pas. Ah, très bien, très bien. Et puis, vous savez mieux que moi comment on lance les grandes vedettes. Allons-y. Je me demande si ce maquillage ne m'a pas enlevé de mon expression. Parce que moi, franchement, je ne me reconnais pas bien. Non, je ne me reconnais absolument pas. Oui, c'est vrai. Mais vous me promettez que mon nom ne sera pas sur l'affiche. Oh, pas de danger. Pas danger. Pas de souci. Voici votre texte. Bien. Alors, tu comprends? Il a juste perdu une bataille. L'Europe s'est effondrée sur lui. Et, excusez-moi, tu sais, Écoute. alors imagine-toi, il n'a pas simplement perdu une bataille, il a perdu son empire, sa vision du monde. Tu comprends? Ce n'est pas un seul homme qui tombe, c'est un groupe. Oui, mais comment on joue les gens? Enfin, je veux dire, je ne suis pas Napoléon. Je suis moi, un petit gars qui joue au théâtre tous les jeudis soirs. Mais justement, ce sont les paradoxes de Napoléon qu'il faut acquérir. Oui, c'est un conquérant, mais c'est un homme seul. Une solitude démesurée. Il a cette fêlure, cet abîme. Et on la joue comment, cette fêlure? Vous l'avez, vous, le manuel de la fêlure? Oh, écoute, ne t'attache pas aux mots. Pense plutôt à ce qu'il ressent. Il est là, devant des milliers de soldats qui sont prêts à le suivre jusqu'à la mort. Mais lui, il sait qu'il est fini. L'ombre de Waterloo derrière toi. Ok. Et l'exil qui t'attend. Oui, mais est-ce que je dois jouer grave ou genre plus désespéré? Mais ce n'est pas une question de jouer grave. Il faut que tu ressentes. Tu es Napoléon, au sommet de sa gloire. Et soudain, tu te rends compte que tout s'effondre. C'est pas facile d'imaginer Napoléon qui s'effondre. C'est pas facile. Mais allez. Tu sais, cette scène, elle est triste, mais elle est pleine de caractère. C'est le plus beau plan du film. Allez, on y va, on va tourner. Oui, je l'ai. Lisez-le une fois, à voix basse. Sire, c'est au nom de la Grande Armée, en souvenir de Waterloo et en prévision de cette Hélène, que je viens vous dire adieu, ou plutôt adieu. Et là-dessus, je tombe à genoux. C'est ça. Et après, j'entre en courant, comme si je descendais de cheval. C'est ça. Et si Napoléon parle, je le coupe. Comptez sur moi. Après, c'est à vous. Sire, c'est au nom de la Grande Armée, en prévision de Waterloo et en souvenir de Sainte-Hélène,
que je viens vous dire adieu, ou plutôt adieu. Mais qui c'est celui-là? Ah, moi je vais lui casser la figure. Vous allez bien, ça va? Eh bien, mon vieux, ils ne vous ont pas frappé. Il ne faut pas prendre la chose comme ça. Dites donc, ce n'est pas tragique. Non, ce n'était qu'une plaisanterie. Une blague entre camarades, Ah, on va oui. pas vous faire de la peine. Petite leçon amicale. Il faut accepter joyeusement. Ça y est, il devient fou. Tout de même, je vous ai bien eu. Bah, c'est vrai, moi je croyais qu'il pleurait. Moi, et pourquoi? Parce que je vous ai fait une blague. Ah bon? Parce que c'est vous qui nous avez fait une blague. Quelle blague? Vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez rien alors. Que faut-il comprendre? Que dans l'histoire, c'est eux les schpoons. Est-ce que vous avez vraiment cru que je voulais faire du cinéma? On n'a pas tout à fait cru, mais enfin, vous le disiez. Et savez-vous pourquoi je l'ai dit? Parce que quand j'ai vu que j'avais affaire à une bande d'imbéciles et de stalkers, je me suis moqué de vous. Ce n'est pas charitable de votre part. Et pourquoi voudriez-vous que je sois charitable? Vous en connaissez-vous ici des personnes charitables? Si vous rencontrez un imbécile ou un schpoons, est-ce que vous n'essaierez pas de vous moquer de lui? Seulement pour que ça réussisse, il faudrait que ça soit fait plus adroitement et avec davantage d'esprit. Heureusement, vous êtes tombé sur moi. Et c'est moi qui vous ai mis en boîte. Vous avez très bien fait. Écoutez-moi, vous tous, autant que vous êtes. Je suis riche, moi. Mon père m'a laissé un héritage considérable. J'ai des bureaux à Paris, à Lyon, à Marseille, à Sens. Eh bien, je venais voir mon oncle qui tient une petite épicerie. Oui, il m'avait écrit que son affaire n'allait plus, alors je suis allé le commanditer. Parce que j'ai bon cœur, moi, et que je ne me moque pas des imbéciles. Mais des billets de chemin de fer, je puis vous en payer à vous tous, et à tous les schmounts de l'univers. Moi, je vous trouve très spirituel. Messieurs, dames, la patronne désire vous parler immédiatement. Elle vous attend dans son bureau. Madame Eliarboum? Pour nous passer de ses savons. Ah bah alors là, elle va gueuler. Faut lui dire la vérité. Ah ben, naturellement, dis donc, tu nous prends pour qui? On a assez de vices comme ça sans être menteur par-dessus le marché. Vous avez compris maintenant? Moi, j'avais compris le premier jour. Excusez-moi, mademoiselle, il est 11h25, je dois me rendre à mon conseil d'administration. Allons, Irénée, ne dites pas de bêtises, ça ne sert à rien. Combien avez-vous en poche? Moi? Un franc 50. Bon, n'importe quoi. Peut-être rien du tout. Je ne sais plus où je suis, je ne pense à rien. Vous êtes au studio, et ce soir vous aurez votre billet pour rentrer chez vous. Encore un billet? Mais on ne parle que de billets de chemin de fer comme si c'était le remède à tout. Est-ce que ça me guérira d'être un imbécile? Voilà. S'il suffisait de prendre le chemin de fer pour que ça me guérisse. Je vous avais prévenu, hein, Moi, c'est ça qui est le plus terrible. J'aurais dû comprendre. Je n'ai pas compris. parce que vous êtes pur. Vous êtes... Couillot. Pas du tout. Vous aviez une confiance qui vous aveuglait. Confiance en qui? En moi? C'est-à-dire que je m'admirais. Il n'y avait vraiment pas de quoi. Et non seulement je m'admirais, mais je méprisais les autres. Tenez, mon oncle. Je l'ai méprisé du fond du cœur. Oh, affectueusement, bien sûr. Que je le méprisais. Vous n'aviez pas raison. Oh, que non. Il travaillait pour me nourrir, et il me donnait mon argent de poche. Et moi, j'avais honte de l'épicerie. C'est l'épicerie qui aurait dû avoir honte de moi. Allons, n'en faites pas tout un drame. Non, mais ça lui plaît. Je croyais que j'étais quelqu'un. Je viens de m'apercevoir que je suis personne. Ah, si vous ne devenez jamais une vedette de cinéma, il y a tout de même d'autres métiers. Je ne sais rien faire. Je ne sais même pas planter le clou. J'ai essayé une fois. Je me suis cassé le doigt. Non, je suis un bon à rien complet. Un triste cire prétentieux et bon à rien. Même mon oncle avait l'habitude de me le dire. J'ai pas bon à rien, j'ai mauvais à tout. Et quelquefois, lorsqu'il lui prenait la grosse colère, il me disait Va-t'en, inutile. Va-t'en te noyer. J'aurais
Oui, on avait su. Moi, je l'embrasserai. Vous n'êtes pas chic. Non, non, vous n'êtes pas chic. Moi, toute la journée, je suis au bureau. Toute la journée, je calcule, je combine, je cherche du fric pour les prochains films. Et vous faites des blagues tordantes et vous ne m'invitez même pas. Pourquoi? Mais parce qu'on n'ose pas, Madame Meilleurboum. On n'ose pas parce que... Parce que je suis vieille. Ouais. Et vous savez quand est-ce qu'on devient vieux? Eh bien, c'est quand des jeunes ne vous invitent plus. Quand vous tutoyez tout le monde et puis personne ne vous dit tu. Madame Meilleurboum. Ah, voilà, Madame Meilleurboum. Ah, quand je ne suis pas là, vous devez dire c'est andouille de Meilleurboum. Cette vieille peau de Meilleurboum. Et quand nous nous croiserons, jamais il y en aura un qui aura la gentillesse de me dire alors ma vieille, comment vas-tu? Non, cette amitié-là n'existe plus. C'est fini. C'est ça, une vieille. Allez, rompez! Allez faire vos blagues tordantes sans moi! T'es encore là, toi? C'est idiot, hein, ce que je viens de leur dire. Non, ce n'est pas idiot. Si on ne vous a pas invité pour la blague qui était stupide, moi je peux vous mettre dans le coup pour une bonne action. C'est moins jeune. Enfin, si tu veux. C'est pour le pauvre garçon que nous avons fait venir de Marseille. Le Schpunz. Il n'a plus un sou. Tu veux de l'argent pour le remettre dans sa famille? Oh non. Il est parti en claquant les portes. Il pensait qu'il rentrerait en vedette, en auto. Alors s'il revenait au bout de 2 jours, il m'a dit qu'il préférait se noyer. Ah bah il aurait tort. Et qu'est-ce qu'il veut? Il voulait jouer la comédie, mais maintenant il ne veut plus. Il se contenterait d'un petit emploi. On va mettre aux accessoires. Une pendule provençale, la sonnerie joue. C'est bon, on en a une. Un bilboquet en bois verni le plus gros possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je t'en fasse faire un de 2 mètres? Non, comme un melon, ça suffit. C'est tout. Et il nous faut tout ça pour demain midi. Et surtout, n'oublie pas la boîte à musique. C'est le plus important pour l'auteur. Donc, une boîte à musique, genre 1880, environ 50 par 30, en ébène, manivelle à droite, qui joue J'ai du bon tabac et la cantinière du régiment. Comment ça, mon gars? Mais j'ai du bon tabac. En la bémol, en do dièse, en ré. Moi, je veux savoir exactement ce qu'on me demande. Ce garçon est un acteur comique extraordinaire. Qui t'a dit ça? Moi? Et puis ça se voit. Il est certain qu'il a une tête particulière. Écoutez, Madame Meilleurboum, il est avec nous depuis 6 mois. Nous le voyons tous les jours, n'est-ce pas? Et alors, tu sors avec lui? Mais non, avec toute l'équipe, Charlet, Astruc, cousine. Parce que quand on n'est pas ensemble, on s'ennuie. Eh bien, Irénée, ce n'est pas seulement par ses traits qu'il est comique. C'est sa façon de se lever, de marcher, de s'asseoir. C'est les expressions de son visage. Et puis, chez lui, c'est naturel. Il ne sait même pas qu'il est comique. Et de la vie du monde, il a peut-être du génie. Ou alors t'as le dégât pour lui. Oh, Madame Meilleurboum! Ah, il faut se méfier des comiques. Bon. Alors, il a du génie et des deux accessoires. Il est certain que ma maison serait bien mal organisée si je laissais le génie aux accessoires. On va lui donner un petit rôle. Non, un grand rôle. Un grand rôle, mais dans quoi? J'ai reçu le manuscrit du prochain film pour préparer mon travail. Et comment ça s'appelle? Le fils du bédouin. Ah oui, je connais. Vous l'avez lu? Ah bah non, tu penses bien que non. Quand je dis je connais le côté financier de l'affaire. Eh bien, ce serait extrêmement drôle si Irénée jouait le second rôle. Qui a le premier rôle? Calubert. Oui, au fond. À côté de Calubert, on peut faire jouer n'importe qui. Le rôle est court? Non, il est assez long. Et si c'est Irénée qui joue, ça deviendra le rôle principal. Si tu dis ça à Calubert, il ne sera peut-être pas dedans la vie. On n'est pas forcé de lui dire. C'est comme pour Irénée, il ne faut pas lui dire c'est un rôle comique. Il ne veut jouer que les amoureux et les héros. Avec la tête qu'il a? Mais c'est justement ça qui sera drôle. C'est un rôle d'amoureux ridicule. Lui le jouera sincèrement. Ce sera quelque chose d'étonnant. C'est un complot. C'est un complot. Il y a un complot pour venir en aide à un ami. C'est extrêmement sympathique. Demain matin, 10h, tout le monde prêt à tourner. On commencera par le numéro 84. La patronne est d'accord. Irénée tourne. Bah, tu lui as dit? Oh, pas encore. Hein. Irénée va tourner. Et Meilleurboum accepte. Elle a été très gentille.
évident qu'elle se termine mieux que la première. Le plus difficile, c'est de lui dire. Oh bah ça, ma fille, c'est à toi de t'en charger, hein, parce que si c'est nous, il va encore croire qu'on se fout de lui. Hein. Vous pensez que s'il tourne, il peut avoir du succès? Alors qu'en dites-vous? Oh non, non, je vous dis non. Pourquoi? Mais parce que depuis un an, je suis heureux. Vous m'avez trouvé une place petite, mais elle me plaît. Je fais exactement le métier qui me convient. C'est un métier de fou, mais ça me plaît. Alors je vous dis non. Ces conditions, je n'insiste pas. Oh, mais vous pouvez insister. Mais ça ne changerait rien. Parce que moi, les acteurs dans les films, je ne les vois plus. Je ne regarde que les accessoires. Quand les accessoires sont riches, ça tient à pied avec l'action. Eh bien, le film est bon. On n'admire pas assez l'accessoiriste. On ne se rend pas compte qu'une théière, on le choisit. Mais ça peut foutre par terre une scène d'amour. Il me semble qu'un mauvais acteur peut faire plus de tort qu'une théière. Oui, peut-être. La raison de plus pour que je refuse de jouer. Si vous étiez mauvais, ce qui est possible, vous retourneriez aux accessoires. Mais malheureusement, non. Et c'est là qu'est le danger. Si j'étais mauvais, je serais le seul à pas m'en rendre compte. Alors je m'approcherais, je m'obstinerais, et je ferais comme ces pauvres minables qui tournent aux portes des studios. Enfin, réfléchissez. Vous avez raison. Je serais peut-être pas mauvais, parce qu'à force de voir les autres, ben, j'ai appris pas mal de choses. Ce rôle ne sera pas long. Ah ben alors raison de plus pour refuser. Le rôle court me paraît dangereux. Oui, si on joue mal une scène, on n'a pas le temps de se rattraper. Tandis que un rôle assez long, ou même très long... C'est Meilleur Boom qui vous le demande. Ah, ça, c'est des conditions. Ce serait pas très chic de refuser, surtout si Meilleur Boom insiste. C'est quoi exactement ce rôle? Je suis venu vous dire que je n'assisterai pas à la représentation du film ce soir. Ce film auquel vous avez collaboré en qualité de scribouillarde et d'intrigante. Ce film est une escroquerie morale. Moi, Galubert, le premier acteur de France, et sans doute le seul, je peux dire sans me vanter... Tout le monde est ici de votre avis. Il faudrait vraiment du parti pris pour ne pas le reconnaître. Moi, Galubert, le plus grand acteur de France, et sans doute le seul, on m'a engagé à prix d'or pour jouer le rôle principal dans un film charmant qui s'intitulait Le Fils du Bédouin. Parmi les petits rôles qui entouraient le mien et qui ne sont là que pour me faire valoir moi-même, figure un second comique. Rôle si peu important que Meilleur Boom l'a donné à un débutant qui était, je crois, 35e accessoiriste. Eh bien moi, Galubert, j'accepte de jouer à côté d'un accessoiriste. Là, vous avez été très gentil. Et j'ai eu tort, car le second comique est devenu en quelque sorte le rôle principal. Non, cher ami, mais non. Vous avez été tous complices de cette manœuvre criminelle. L'accessoiriste n'est pas bon. Il est laid, il est bête, il joue bêtement. Je dois avouer évidemment qu'il a une véritable gueule d'empeigne. Mais cela ne suffit pas à divertir le public. Moi, Galubert, il ne m'a pas fait rire du tout. Et il ne fera rire que les faibles d'esprit. Mais il est loin d'avoir votre classe. Et à côté de vous, il disparaît. Lorsqu'on a un Galubert, on en profite. Et lorsqu'on veut se servir d'un Galubert qui coûte cher pour lancer une nouvelle vedette qu'on va payer des haricots, le dit Galubert ne se laisse pas faire. Il demande un arbitrage. Et s'il perd, il vous assigne au tribunal civil. Et s'il perd encore, il va en appel. Voilà, et s'il perd encore, il ira en cassation.
Ne vous fâchez pas, mon cher maître. Vous savez qu'ici, tout le monde vous aime. Tout le monde vous admire. Et vous allez rester avec nous pour assister à votre triomphe. Non, monsieur, non. Je n'assisterai pas à la projection, mais un huissier m'y représentera. Car il y a des crimes contre l'art qui sont presque des sacrilèges. Mesdames, messieurs, j'ai bien l'honneur. On n'est pas le seul acteur de France. Le rôle que tu as fait arranger pour Irénée est excellent. Ça fera un gros succès comique. Et Galubert est cuit, il n'a plus qu'à aller planter ses choux. Ça il a des millions. Irénée aussi en aura des millions. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il pense toujours qu'il n'a pas joué un rôle comique? Oh, il n'a pas le moindre soupçon. C'est un véritable abruti. Mais tu es injuste avec lui. Et dire que c'est moi qui suis allé le chercher. Mais bon, puisque tu es content. Toi, depuis quelque temps, tu me dis des choses gentilles. Est-ce que tu les penses vraiment? Tu as dit 2-3 fois en plaisantant que tu voulais te marier avec moi. Est-ce que tu plaisantais vraiment? Puisque tu es convaincu que je le disais en plaisantant. Alors tu m'aimes? Tu le sais bien. Non, je ne le sais pas. Oui, je t'aime. Et pourquoi m'aimes-tu? Est-ce que tu me crois intelligente? Tu es certainement intelligente. Dans la mesure où une femme peut l'être. Tu as l'intelligence des femmes. Mais tu sais, en amour, ça ne compte pas. Toi qui as tant d'occasions, tu vois tellement de femmes. Ah oui, mais tu sais, l'occasion, ça n'a jamais valu le neuf. Moi, je trouve que tu le fais bien. Et tu m'aimes? Oui, tu m'aimes comme un frère. Si tu penses à des choses physiques, non, je ne t'aime pas. C'était naturel, au fond, que tu aies le béguin pour un Schtroumpf. Il est tout le contraire de toi. Il s'est efforcé que tu l'aimes et qu'il t'aime. Tu dis qu'il m'aime comme si tu en étais sûr, comme s'il t'avait fait des confidences. C'est visible, voyons. Pardonne-moi si je t'ai fait de la peine. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que je t'aurais bien aimé. Et bon, je vais reprendre mes billes et je vais aller jouer ailleurs, c'est ça? On s'embrasse. Ça va être la scène de Galubert, et après l'entrée d'Irénée. Viens! D'amour? Non, elle n'est pas encore passée. Vous croyez qu'ils vont me pleurer? Le film est un gros succès, mais pas tout à fait comme vous le pensez. Ah, c'est un gros succès pour tout le monde, sauf pour moi, c'est ça? Non, non, c'est un gros succès pour vous. Mais il y a des scènes, celles que vous appeliez les scènes d'émotion. Oui, le principal, eh bien. Eh bien, elles font un effet d'émotion mêlé de comique. Ah, quand je pleure, ça les fait rire. Ne ris pas méchamment. Ouais, mais ils rient. La vérité, c'est que vous êtes un acteur comique. Moi? Tous le disent. La scène d'amour? Elle fera rien. Faire rire, devenir un roi du rire, c'est infamant. Pourquoi? Oh, allez, Françoise, celui qui rit de notre homme, c'est qu'il se sent supérieur à lui. Mais celui qui fait rire tout le monde, c'est qu'il se montre inférieur à tout. Alors donc, vous exagérez tout. Pourquoi? Parce que l'acteur n'est pas l'homme. Vous avez vu Charlot à l'écran, qui recevait de grands coups de pied au derrière. Pensez-vous seulement que dans la vie, Monsieur Charlie Chaplin accepterait seulement une gifle? Oh non, il en donnerait plutôt. C'est un grand chef dans la vie, Monsieur Chaplin. Mais pourquoi s'abaisse-t-il à faire rire alors? Quand on fait rire sur la scène ou à l'écran, on ne s'abaisse pas, bien au contraire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs grandes mains tellement dures qu'ils ne peuvent plus les fermer. Faire rire ceux qui sortent des bureaux avec leurs petites poitrines qui ne savent même plus le goût de l'air. Faire rire ceux qui rentrent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Faire rire ceux qui mourront. Faire rire ceux qui ont perdu leur mère ou qui la perdront. Éblouissant, c'est une révélation. Il est lâché pour tout le monde, mais pas pour moi. Moi, je le savais. On savait qu'il était rigolo. Non, moi je ne le savais pas. Oui, mais toi, tu es trop modeste. Ah, c'est un N'est-ce comique. pas qu'il est modeste? C'est un comique de la pure race. Un comique absolument miraculeux.
Il a la fiche comica. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Votre contrat. On comprend. Mais je l'ai déjà. Pour ce film, oui, vous l'avez. Et d'ailleurs, il est ridicule. Ou presque. Mais nous allons ranger ça. Nous allons en signer un autre. Pour un autre film. Pour d'autres films. Oh. Tu es son manager maintenant. Bien. Le contrat est déjà établi. 500 000 francs. 500 000 francs pour moi. Oui, pour vous. Ou par film. Non, pour toute la vie, voyons. Voilà un homme Il faut raisonnable. se mettre à sa place. Si j'étais un grand acteur de ceux qui font pleurer les femmes, je ne dis pas non. Puisque je suis qu'un comique. Voilà du bon sens. Si vous continuez de dire des stupidités et de faire des choses, moi, je m'en vais. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Non, 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 ne partez pas, voyons. Non. Alors ne dites plus rien. Écoutez, Madame Lierbourg, on a toujours le temps de signer un contrat. Il faut le lire d'abord, réfléchir ensuite. Seulement, il faut lui laisser le chèque, celui qui s'applique au film déjà fait. Je me demande pourquoi tu restes à la production. Si tu viens avec moi, je te laisserai mener mes affaires. C'est extraordinaire, hein, ce qu'elle est intelligente. Elle ne le sera peut-être pas pour tout le monde. Vous ne savez pas à quoi je pense? Oh non. Je pense à la tête de l'oncle Baptiste quand je vais lui dire que je suis devenu riche. Je pense à mon frère et à sa joie. Je pense à l'admiration des voisins. Ça doit être une bien grande joie pour un homme. De partir pauvre de son village et de revenir riche et célèbre. C'est une scène qui mériterait d'être vue. Ah oui. Alors venez la voir, venez avec moi. Où? Dans mon village. Oh ça non, à quel titre devrais-je vous accompagner? Mais votre travail, c'est de vous occuper de moi. Ce contrat-là, qui me donne 300 000, 50 000, 700 000, enfin, je ne sais plus. Vous croyez que c'est pour moi tout seul? Non, il est pour nous deux. Et à quel titre me donneriez-vous tant d'argent? Au rôle que vous choisirez. Je n'ai pas le choix. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit, ça met au cœur des amoureux, âme de rêve et de ciel bleu, ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris, c'est la romance de Paris. Pas manger? Si seulement on était 4, j'aurais meilleur appétit, hein. Et c'est de ma faute, si on n'est plus que 3, dis, espèce d'imbécile, c'est de ma faute? Si au moins il écrivait. Seulement une carte postale. Mais avec quoi veux-tu qu'il se paye un thé, moi, puisqu'il n'a pas de quoi manger? Qu'est-ce que tu le sais? Je le sais, il couche sous les pommes, il a faim, il crève de faim, et c'est bien fait. Moi, je voudrais qu'il devienne maigre comme une arête de morue. Cette mise en scène est bien nécessaire. Bon, tu comprends? Si je viens comme ça, avec toi, dans une belle voiture, il me semble qu'ils ne vont pas me reconnaître, et que moi, je ne vais pas les reconnaître comme ils étaient avant. Tandis que, si je viens seul, avec ce vieux costume d'autrefois, si je leur dis pas tout de suite que j'ai réussi, bien, ce sera plus... Ce sera un peu théâtral. Eh bien, pour un comédien, est-ce que c'est pas un peu normal d'être théâtral? Allez, file, dépêche-toi. Mais tu es toi? Ah oui, c'est moi. Casimir! Mais fantôme! C'est bien moi. Allez, René, faites voilà. Casimir, tu vas bien? Très bien, et toi? Et moi, comme tu vas, comme d'habitude. Je le savais que tu reviendrais. Mais qu'est-ce qui te le prouvait? Parce que quand un rigolo comme toi se lance dans le vaste monde, avec pour bagage une filure du cigare, on sait comment cela finit. Ça finit par le retour du fada, tout simplement. Donc, tu es monté à Paris avec ton fameux contrat à la main, n'est-ce pas? Oui. Et naturellement, on s'est foutu de toi. Oui. C'était une farce? Oui. Ah, les salauds! Mais non, ils ont rencontré un imbécile, mais ils se sont amusés, c'est tout naturel. Parfaitement.
Ah, et ensuite, Et ensuite, on m'a mis à la porte des bureaux. tu veux dire qu'ils t'ont jeté à la rue? Non, pas dans la rue, sur le trottoir. Oh, peu cher. Eh oui, peu cher. Et dit dans Paris tout seul. Et ça le sou. Ça me sou, oui, mais pas tout seul. Parce que là-bas, j'ai retrouvé toute l'équipe des joyeux farceurs. Et ils t'ont trouvé un petit emploi. Et ils ont eu des romans. Ils ont dû te trouver balayeur, portier. À peu près. Il a gagné petit homme à sa vie. Il a gardé un petit espoir d'une petite réussite. Pas vrai que tu as gardé un petit espoir? Oh, très petit. Je le savais. Et ce petit espoir, petit par petit, il est parti. Et quand il a disparu tout à fait, eh ben le pauvre Irénée, il s'est dit, je retourne à l'épicerie. Voilà. Oh, Baptiste, tu es formidable. Tu devines tout. Camille, tu me connais depuis longtemps. Mais maintenant, je vais faire un discours familial. Asseyez-vous. Mon pauvre Irénée, te voilà revenu. Tu étais parti la tête en l'air en poussant des cocoricots. Te voilà revenu la tête basse, tout escagassé de la dure leçon de la vie. Mais tu sais maintenant, et d'une façon indiscutable, que tu n'es qu'un fada, un raté, un borrier, une loque, une épave. Mais j'ai du tact. Et je ne voudrais pas te le faire ressentir. Moi, tu es prêt à faire des efforts? Oui, de beaux efforts. Et des efforts qui te surprendront. Je te demande pas de me surprendre. Je te demande, enfin, tu sais bien quoi? Oui, je sais pas, moi. De ne plus laisser la corbeille de croissant Sous le robinet, tu lui donnes des pétroles. Promis, je ne recommencerai plus. Et donc, tu es prêt à travailler de tout ton cœur? De tout mon cœur. Ah, je le savais. Je le savais, c'est formidable. Mais il va falloir commencer par s'agrandir. Et je vais racheter la remise d'armes mestre en prenant une hypothèque sur le fonds de commerce. On pourra le payer comptant. Il en veut combien de sa remise? Oh, 18 000 francs. Mais je ne les ai pas. J'ai eu beau travailler et économiser, je n'en ai que 12 000. Mais pourquoi il en a que 12 000? Dis-moi, et toi? Parce qu'il a élevé les fils de ton frère. Dis-moi, et toi, tu en as fait des dettes? Non, je n'ai pas fait de dette. J'ai fait pire. Je me suis marié. Oh mon Dieu! Avec une Parisienne? Oui. Oh, Et le c'est elle est à Paris. Non, mais ici. Où? Mais je l'ai laissée au café du coin. Tu comprends? Je ne savais pas comment t'allais l'accueillir. Mais je vais la chercher. Attendez. Ça me paraît impossible. Irénée mariée? Et sans le sou. C'est le même coup que son propre père. Eh, je la connais. Elle était avec ceux du cinéma. Oui, c'est vrai. Bonjour, Casimir. Bonjour. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Non, je veux dire mariée, épousée. Mariée, épousée, bénie et adorée. Naturellement, elle n'a jamais été dans le commerce. Non. Toute une éducation à refaire. Mais elle ne me déplaît pas. Comment s'appelle-t-elle? Oh, quelle coïncidence! C'est parce qu'elle s'appelait comme nous que tu l'as épousée. Non, parce que je l'ai épousée que ça m'a compris. Je suis bête, hein? Mais non, je suis pas bête, c'est elle qui n'a pas compris. Je lui demande son nom de baptême. Françoise. Françoise. Je ne vous connais pas et je devrais me méfier de vous. Une femme de Paris qui rentre dans une famille de Marseille, c'est grave. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître ridicule, mais qui est vrai. Si l'on veut que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. Françoise, assieds-toi. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à toi comme elle est à nous. Merci, l'homme. Ah. Donc tu es prêt à travailler de tout ton cœur, et avec la remise de Mère Parnot, en prenant une hypothèque sur la maison, on sera les plus heureux. Mais dis-moi,
T'as acheté une voiture réparée? Oui, mais je la montrerai plus tard. Et cette remise, tu la veux, l'oncle? Tu la veux vraiment? Eh bien, je te l'achète, je te l'offre. Je te l'offre avec mes crâneaux et c'est l'orgnon. Irénée, qu'est-ce que tu me dis? Oh, Irénée! Comment elle se bat tout de suite? Ne vous inquiétez de rien, vous allez avoir la preuve sous les yeux. Allez voir sur la place. Allez. Mais c'est quoi cette voiture? Oh mon Dieu, une américaine! C'est une voiture! C'est ta voiture? Oui. Tu sais que ça va chercher avec 50 000 francs, une voiture comme ça? Oh, même le double. Mais elle nous a rien coûté. Eh oui, on nous l'a offert avec mon contrat, mon premier contrat. J'ai réussi, l'oncle. J'ai réussi grâce à elle. Oh non, si tu as réussi, c'est parce que tu avais du talent. Ah, ça y est! J'ai été sûr! J'ai été sûr! Irénée, tu as réussi! Irénée, tu as réussi! Il a réussi à quoi? Et comme quoi? Comme acteur! Oh, le nom de Dieu! Mais si tu as réussi, pourquoi tu es toujours dans le même costume? Déguisement. Je voulais savoir comment tu me recevrais. C'est un grand acteur, mais dans le cinéma, comme partout, il faut du temps. Il a déjà signé pour plus de 700 000 francs de contrat. Oh, idiot! Oh là, tu m'insultes! Avec cet argent, on pourrait faire des baleines des tropiques! Quoi? Des films, tu en as déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait un grand. Ah, mais peut-être. Tout ça, sur l'affiche? Comme Fernandel? Comme Fernandel. Oh, mon Dieu, qu'il est beau! C'est vrai qu'il est beau, hein? Putain, ça lui ressemble! Dis-moi, dans tes films, tu fais pleurer? Non. Et tu fais le théâtre? Ah non. Tu chantes? Mais non. Mais alors tu fais quoi? Je fais le couillon. Je fais rire. Tu fais beaucoup rire au moins. Oh oui, avec beaucoup d'esprit. Et j'ai touché 50 000 francs pour cette petite robe. 50 000 francs, c'est pas une pitrerie, c'est une comédie. Mais dis-moi, au cinéma, Irénée, c'est tout ton nom? Oui. Tu t'appelles Irénée Fabre. Et que ton prénom, ça fait peut-être un peu prétentieux. Tandis que si tu associes toute la famille, ça fait plus modeste. La voiture? Ça doit être les enfants du village. Oh, le premier qui touchera le camion de la voiture recevra un coup de pied en arrière. Le deuxième, 2 coups de pied. Le troisième, 3 coups de pied. Le quatrième, 4 coups de pied et ainsi de suite. Et toujours au derrière. C'est moi, celui qui courait sur la plage, mais qu'ils ont coupé au montage. C'est moi, devant mon temps, devant Miu Miu, juste devant mais très très flou. C'est moi, celui qui danse avec Marceau, pas le grand brun, le blond de dos. C'est moi, le figurant, derrière Gavin, derrière Pillet, tous les larbins qu'on a sonnés. C'est moi, derrière Poiré, derrière Sirop, quand ils étaient troisième couteau. C'est moi, après les gens de toute l'équipe,
moi, c'est moi, le figurant, celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent l'Amérique, celui qui chante dans les heures, celui qui raconte le rêve de l'Amérique, celui qui passe sa bicyclette, celui qui fume sa cigarette. Derrière Lino, derrière un nom qui court après François Pignon, c'est moi. Derrière Stallone, derrière Bruce Lee, le type qui zone dans les tueries, c'est moi. Derrière Balou, derrière Oubli, le singe qui joue de la batterie, c'est lui. C'est lui, le figurant, celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent l'Amérique, celui qui gêne pendant des heures, en attendant qu'on dise moteur, celui qui regarde l'Atlantique, jusqu'à la poupe du Titanic, celui qui rêve de quelques lignes, même si elles doivent le rendre indigne, c'est moi. Le soldat inconnu qui tombe, car là il passe entre les mondes, c'est moi. Celui qui dans Paris Fructile saute d'un camion et mon fusil, c'est moi. Le figurant. Merci infiniment pour votre présence pour cette première représentation du Spoons. Lourd projet, plein de sens. Mais avant de vous en dire un petit peu plus, j'aimerais, comme je le fais naturellement, commencer par vous présenter tous ceux qui, depuis quelques semaines, travaillent sur ce magnifique texte de Marcel Pagnol. S'il vous plaît, des applaudissements pour Pascal.
merci également à celle qui nous accueille. Voilà, depuis quelques années déjà, elle nous accompagne techniquement. Des applaudissements s'il vous plaît pour Manon. Du pôle culturel, Camille Claudel. Bien sûr, allez-y. Merci à Mireille Julien de m'avoir renouvelé sa confiance pour porter ce projet. Et vous avez vu, cette année, on a voulu faire les choses en grand. On a fait appel à quelqu'un pour nous peindre les décors. Des applaudissements également pour Claude Lazeroni, s'il vous plaît. Alors je le sais, ça fait pas tout à fait 2 heures, mais presque que vous êtes avec nous. Vous êtes probablement impatients de rejoindre vos foyers, mais permettez-moi de vous garder encore une petite minute. Parce que dans ce texte, il y a ce qu'on appelle nous une pépite. Quelques lignes que vous avez déjà entendues, peut-être qu'elles sont passées inaperçues, mais je voudrais juste avant de vous laisser repartir, vous les rappeler. Ces quelques lignes, elles sont peut-être la deuxième lecture que l'on peut faire de ce spectacle. Les voici. Quand on fait rire, au cinéma ou au théâtre, on ne s'abaisse pas, bien au contraire. Faire rire. Faire rire ceux qui rentrent des champs, les mains tellement dures qu'ils ne peuvent plus les fermer. Ceux qui sortent des bureaux, leur petite poitrine, qui ne connaissent même plus le goût de l'air. Faire rire ceux qui reviennent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu leur mère ou qui la perdront peut-être un jour. Marcel Pagnol, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui me suit moi aussi depuis quelques années avant que je sois ici avec vous au Théâtre de la Ronde, quelqu'un qui aime rire par-dessus tout, et je voudrais lui offrir de tout cœur ce spectacle. C'est pour toi, Romain. Merci beaucoup. Eh bien, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour celui qui nous a soutenus, poussés, encouragés, Ange Paganucci.